Et pour cette chronique, on retrouve Jean Vallier. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Lisa Dutreil. Alors nous sommes le 27 novembre et il y a un an, un cessez-le-feu entrait en vigueur au Liban. Dites-nous tout. Et oui, effectivement, cela fait un an jour pour jour qu'Israël, le Hezbollah et le Liban se mettaient d'accord pour faire taire les armes. Le conflit avait commencé le 8 octobre 2023 quand le Hezbollah avait tiré des roquettes vers Israël en solidarité avec le Hamas palestinien. En septembre 2024, cette guerre avait pris une nouvelle intensité. On se souvient de l'affaire des beepers piégés par les services israéliens qui avaient amputé le Hezbollah d'une partie de ses combattants, puis de la mort d'Hassan Nasrallah, le chef du parti chiite, sous une bombe israélienne à Beyrouth le 27 septembre 2024. Et il y a un an, c'est donc un Hezbollah affaibli qui traite avec Israël pour mettre fin à ce conflit au bilan sévère. 4 000 morts, 18 000 blessés et environ 1,4 million de déplacés. La suite devait être la suivante, le désarmement du mouvement chiite et la destruction de ses stocks d'armes, le déploiement de l'armée libanaise au sud du pays, le retrait des forces israéliennes et le retour des populations civiles chassées de chez elles par le conflit. Et un an plus tard, où en sommes-nous Eh bien, on va dire les choses franchement, rien ou presque ne s'est passé comme prévu. Le Hezbollah n'a pas officiellement rendu ses armes, même s'il en a perdu beaucoup. L'armée israélienne a encore 5 postes militaires dans le pays et bombarde le Liban quasi quotidiennement, afin d'empêcher le réarmement du parti chiite. Et cela touche à nouveau Beyrouth, ce qui en un an n'était arrivé qu'une seule fois. Dimanche dernier, une frappe ciblée dans le sud de la capitale a éliminé un haut responsable du Hezbollah. Malgré tous ces échecs, ce parti très affaibli est loin d'avoir disparu. Si dans la capitale, la plupart des grands portraits d'Hassan Nasrallah ont été remplacés par des affiches de l'armée libanaise, dans les villages du sud ou de la Beka, les drapeaux jaunes et verts du mouvement chiite sont omniprésents, entourant les portraits des combattants tuant pendant et après la guerre, puisqu'officiellement, je le rappelle, la guerre est finie. Et c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. L'Iran est d'ailleurs toujours derrière le Hezbollah. Hier soir, le conseiller aux affaires internationales du guide suprême iranien a déclaré que, je le cite, « La présence du Hezbollah est devenue plus importante pour le Liban que le pain quotidien ». Une illustration parfaite, s'il en fallait une, des volontés d'ingérence de l'Iran sur le Liban. Et l'État libanais dans tout ça? Eh bien, de son côté, l'État libanais suit difficilement sa ligne de crête, engageant l'armée dans le désarmement progressif du mouvement chiite. L'armée s'est bien déployée dans le sud et nombre de caches d'armes ont été détruites par des patrouilles conjointes de l'armée libanaise et de la FINUL, la force des Nations Unies présente au Liban depuis la fin des années 70. Chaque semaine, l'armée présente d'ailleurs un bilan au gouvernement sur l'avancée du désarmement. Mais cela est insuffisant pour les Américains qui s'impatientent et qui ont fait de ce désarmement un préalable à toute aide financière et insuffisant évidemment pour Israël, qui donne au Liban jusqu'à la fin de l'année pour récupérer toutes les armes du Hezbollah. Il est pourtant bien difficile pour l'armée libanaise d'aller plus vite. Depuis 35 ans, elle est réduite au format d'une simple gendarmerie, peu équipée, et elle ne peut agir réellement tant qu'Israël continue de bombarder. C'est un peu, faut bien le dire, le serpent qui se mord la queue. C'est d'ailleurs ce qu'a résumé, dans des termes plus appropriés, le patriarche maronite Béchar Haraï, une personnalité incontournable au Liban. Pour lui, le désarmement du Hezbollah est indispensable, mais ne peut être réglé par la force, au risque, je le cite, de mettre le pays en lambeaux. Il privilégie donc la diplomatie, mais regrette-t-il, tout cela est, je le cite toujours, contrarié par les circonstances. Pourquoi Israël maintient-il une présence au Liban Sud et poursuit-il ses frappes? Est-ce pour renforcer le Hezbollah et justifier son refus de rendre les armes, s'interroge-t-il. Est-ce que vous avez une réponse à ces questions? Je n'ai pas évidemment de réponse immédiate, mais sans doute certains en Israël veulent établir une zone tampon autour de leur pays pour le rendre inaccessible aux attaques des mouvements islamistes qui veulent sa peau. On le voit en Syrie, on le voit à Gaza et en Palestine, et on le voit désormais au Liban. Ainsi, hier, le journal L'Orient le Jour annonçait que des obus au phosphore avaient été tirés à Yaroun, ce petit village situé tout au sud du pays, à quelques centaines de mètres de la frontière, ce village dont je vous parlais ici même il y a 15 jours. Du phosphore, de quoi empêcher toute culture dans ce village rural. Hier matin, toujours le même journal annonçait que l'armée israélienne commençait des travaux de terrassement à Oula, au sud-est du pays. Enfin, en début de semaine, cette même armée a lancé un exercice militaire de grande ampleur dans le nord du pays à sa frontière nord, c'est-à-dire sa frontière avec le Liban. Le chef d'état-major s'est même rendu sur place, déclarant que le secteur est sous haute tension, l'état d'alerte est maximal, sans craindre pour autant de tir du Hezbollah qui n'a pas lancé une roquette depuis le cessez-le-feu. Et c'est dans ce contexte que le pape Léon XIV arrive dimanche prochain au Liban. Exactement, le pape arrive au Liban dimanche après-midi pour une visite de 2 jours, placée sous le thème « Heureux les artisans de paix ». Comme l'a dit le patriarche Béchar Haraï, le Liban a besoin de ce message de paix, tout comme l'Orient qui est en ébullition, qu'il s'agisse de paix spirituelle, politique ou sociale. Force est de constater que depuis 1975, continue-t-il, nous n'avons pas connu la paix
et il est temps de la bâtir à nouveau. Difficile de dire mieux. Et difficile de leur souhaiter mieux, parce qu'effectivement, ça a l'air quand même assez compliqué. On en parle régulièrement à notre antenne et on a l'impression que c'est un sujet qui parfois est un peu tabou par ailleurs. Donc merci d'en avoir discuté avec nous, et évidemment on consacrera une émission à ce voyage du pape. Donc on ne manquera pas de vous inviter, vous ou quelqu'un d'autre d'SOS Chrétien d'Orient, puisqu'on le rappelle, vous êtes aussi très présent sur place, vous travaillez beaucoup auprès des populations. Donc c'est l'occasion d'ailleurs de vous remercier pour ça. Merci. Ah, alors on me dit à l'oreillette que nous attendons Gilles Brochard, donc Gilles qui se fait désirer, chers auditeurs, pour votre revue de presse. Et ben on va continuer 1 minute avec Jean Vallier. Voilà, je vous garde en otage dans les studios pour compenser les retards de Gilles Brochard. Peut-être quelques mots justement sur cette mission de SOS Chrétien d'Orient au Liban. Oui, effectivement, au Liban, nous sommes là depuis déjà plus d'une dizaine d'années. Nous avons une antenne à Beyrouth et nous avons une antenne à Tripoli, au nord du pays. Et nous avons des volontaires qui sont au quotidien au Liban, qui ont un certain nombre d'activités auprès des plus jeunes, activités auprès des personnes âgées, visites aux familles. Et nous engageons un certain nombre de chantiers pour les communautés chrétiennes du Liban. J'étais moi-même au Liban il y a quelques semaines et donc j'ai visité un peu tous les chantiers que nous avons lancés. Je me suis rendu dans le sud, totalement détruit, avec des scènes un peu surréalistes. Oui, Benjamin Blanchard nous parlait de ces villages qui sont rasés pour éviter à la population de venir se réinstaller après les bombardements. C'est exactement ça, parce qu'il y a les bombardements, puis après il y a le passage au tractopelle pour finir le travail, si j'ose dire. Effectivement, ces villages sont totalement rasés. SOS Chrétien d'Orient a installé pour les rares habitants qui sont revenus et qui souhaitent revenir des panneaux solaires pour leur permettre d'avoir un peu d'énergie, et également dans les prochaines semaines distribuera du fuel de façon à ce qu'on puisse faire tourner les générateurs et que ces quelques familles qui se sont réinstallées dans le sud Liban dans des conditions précaires puissent avoir un peu de chauffage durant l'hiver. Oui, et pour ces belles fêtes de Noël d'ailleurs, on espère que le peuple libanais chrétien pourra les célébrer comme il se doit. Merci beaucoup Jean Vallier, encore une fois, donc, pour votre travail et pour cette chronique un peu rallongée. Et puis on vous retrouve très prochainement. Aper, le sanglier en latin. Aper, un vêtement à votre identité. Avec Aper, sortez des marques woke.